Donc les nouvelles. La police de Calgary a publié de nouvelles informations concernant un adolescent suspect, recherché, en lien avec un incendie dans le quartier de Riverbend qui a endommagé plusieurs maisons. Ils ont également publié une photo du suspect, bien que son visage soit flou pour protéger les droits des mineurs, conformément à la loi sur la justice pour les jeunes. L'incendie s'est produit le 22 août à minuit et demi dans une maison de la rue River Glen Crescent, où un garage a complètement brûlé et 2 maisons ont été endommagées. Heureusement, personne n'a été blessé. L'enquête indique également que ce suspect pourrait être lié à 2 petits incendies de conteneurs de recyclage qui ont eu lieu dans la région les 20 et 22 août. Le suspect portait un sweat à capuche gris-blanc camouflage, un short noir, des crocs vert brun et portait un sac kaki. La police suppose qu'il se déplaçait à pied et qu'il est peut-être accompagné de 2 autres personnes. Vous pensez qu'il est impossible de retrouver le suspect avec de tels indices? Eh bien, ce n'est pas le cas. Sagri, vous reconnaissez? Ils auraient mieux fait de brouiller les crocs. L'étude Comme maître, comme chien examine la théorie selon laquelle les chiens et leurs propriétaires se ressemblent physiquement et dans leurs traits de comportement. Elle explore 2 principales hypothèses. La première est que les gens choisissent consciemment des chiens qui leur ressemblent, l'hypothèse du choix par ressemblance. Et la deuxième est que les chiens et leurs maîtres deviennent semblables au fil du temps et de l'expérience commune, l'hypothèse de la convergence avec le temps. L'étude eut l'analyse de 15 travaux antérieurs où les gens ont pu correctement associer des chiens à leurs propriétaires uniquement à partir de photos, et certains ont même réussi lorsque seuls les yeux étaient visibles. D'autres ressemblances ont également été trouvées. Par exemple, le poids du chien était souvent corrélé avec celui du propriétaire, et les femmes aux cheveux longs avaient plus souvent des chiens aux longues oreilles. Concernant les traits de personnalité, les similitudes les plus marquantes concernaient des traits comme l'extraversion et le névrosisme. Les propriétaires ayant un haut niveau d'extraversion avaient des chiens plus sociables, et ceux enclins à l'anxiété avaient des chiens présentant des traits similaires. Les scientifiques pensent que ces similitudes peuvent être le résultat de la convergence émotionnelle, où les chiens et leurs maîtres s'adaptent progressivement les uns aux autres, ou du corrégulation cognitive, où ils influencent mutuellement leurs émotions. Cela est corroboré par le fait que les maîtres pourraient inconsciemment renforcer les traits de comportement de leurs animaux qui leur ressemblent le plus. Les chiens ressemblent à leurs propriétaires? À ce rythme, on verra bientôt un labrador assis devant un ordinateur, maudissant son travail. Mais, peut-être ont-ils raison. Maintenant tu comprends pourquoi tu es aussi cynique. Jette un œil à quelques exemples. Une étude récente du neurobiologiste Charles Lynch et du psychiatre Connor Liston du Weill Cornell Medical College à New York, avec une équipe de scientifiques, a montré que les personnes souffrant de dépression ont un réseau neuronal spécifique dans le cerveau qui est plus grand, et ce réseau aide à passer de stimuli externes à des pensées internes. Ce réseau est appelé le réseau de salience, Salience Network. Il aide le cerveau à décider sur quoi concentrer son attention, ce qui se passe autour ou ses propres émotions et sensations. Au cours de l'étude, les scientifiques ont scanné le cerveau de personnes atteintes de troubles dépressifs majeurs et de participants en bonne santé et ont découvert que chez les personnes dépressives, ce réseau était presque 2 fois plus grand. Il est important de noter que cette taille ne change pas même lorsque la personne ne ressent plus de symptômes de dépression. Les chercheurs ont également découvert que l'activité entre les différentes parties de ce réseau diminue lors des épisodes dépressifs, ce qui signifie que la taille et l'activité de ce réseau pourraient indiquer une prédisposition à la dépression. Dans une autre partie de l'étude,
Les chercheurs ont suivi des enfants qui n'avaient pas de dépression avant l'adolescence, mais qui en ont développé par la suite. Ils ont découvert que leur réseau de science était déjà agrandi à l'âge de 9 ans, ce qui pourrait indiquer un risque de dépression bien avant l'apparition des symptômes. Les scientifiques ne savent pas encore exactement pourquoi ce réseau grossit, mais ils soupçonnent que cela pourrait être lié à la génétique ou à une activité excessive pendant les épisodes dépressifs, lorsque la personne se concentre sur des pensées négatives. Les scientifiques ont découvert un réseau entier pour changer d'attention et je ne trouve toujours aucune trace de bon sens chez vous. Les gens souffrent parce que leur cerveau ne peut pas décider. Qu'est-ce qui est pire, le monde extérieur ou leurs propres pensées? Probablement la réponse à cette question est la principale dilemme de votre existence. Depuis plusieurs années, les biologistes connaissent un phénomène étonnant. Certaines cellules d'animaux, après la mort de l'organisme, ne meurent pas avec lui. Au lieu de cela, dans certaines conditions, elles peuvent s'assembler et former de nouveaux organismes. Ces nouvelles structures, bien que très simples, ont la capacité de se déplacer, de se nourrir et de rester vivantes pendant plusieurs semaines. Cependant, elles ne sont pas capables de se reproduire, ce qui les distingue des organismes multicellulaires ordinaires. Ce phénomène est rendu possible grâce à l'expression de certains gènes qui sont activés dans les cellules juste avant la mort de l'organisme. En conséquence, les cellules acquièrent de nouvelles capacités et se comportent très différemment que dans l'organisme vivant. Les chercheurs appellent ces organismes des biobots, et bien qu'ils soient différents des êtres vivants ordinaires, leurs propriétés soulèvent de nombreuses questions. Un groupe de scientifiques et de médecins des États-Unis a décidé de systématiser les données accumulées sur ces biobots. Ils affirment que ces nouvelles formations, composées de cellules d'organismes décédés, peuvent être considérées comme une troisième forme d'existence située entre la vie et la mort. Cette découverte remet en question nos conceptions traditionnelles des limites entre la vie et la mort et soulève de nouvelles questions éthiques et scientifiques. Ces organismes, bien qu'ils ne puissent pas vivre aussi longtemps que les créatures vivantes ordinaires, sont tout de même capables d'une certaine activité, y compris de se déplacer et de consommer des nutriments. Ils ne peuvent pas se reproduire, mais leur capacité à continuer à vivre après la mort de l'organisme parent est impressionnante. Les scientifiques estiment que cette découverte ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre la vie et la mort, et qu'elle est également d'une grande importance pour la médecine, notamment pour l'étude des fonctions cellulaires et leur possible utilisation en thérapie. Les premières observations de phénomènes similaires ont été faites il y a plusieurs années, mais cette question n'a pas encore été étudiée systématiquement. Actuellement, les chercheurs appellent à des études plus approfondies pour comprendre comment exactement les cellules peuvent changer leur comportement après la mort de l'organisme et comment cela pourrait être utilisé à des fins pratiques, notamment en médecine et en biotechnologie. Le fait que les cellules puissent continuer à fonctionner et créer de nouvelles formes de vie après la mort de l'organisme soulève de nouvelles questions. Qu'est-ce que la vie et où se trouve la frontière entre le vivant et le mort? Peut-on utiliser ces propriétés des cellules pour créer de nouveaux systèmes biologiques ou pour restaurer des tissus endommagés en médecine? Les scientifiques sont convaincus que l'étude de ces robots biologiques pourrait conduire à de nouvelles découvertes importantes dans ces domaines. N'est-ce pas génial? Les cellules sont encore actives après la mort, et les gens, même de leur vivant, ne le sont pas toujours. Tu vois, et tu te moquais des films de zombies. Mais je vais t'ajouter des peurs. Le foie de porc que tu as laissé pour ton déjeuner pourrait ramper la nuit pour une fête alcoolisée avec ton propre foie. Oui, oui, mais la gueule de bois sera toujours pour toi. Les scientifiques ont découvert les restes d'un néandertalien, qu'ils ont nommé Thorin, dans le système de Grotte-Mandrin, dans le sud de la France. Thorin a vécu il y a environ 40 à 45 000 ans dans une population de néandertaliens isolés. L'étude de son ADN a montré que cette population n'avait pas de contact génétique avec d'autres groupes de néandertaliens pendant 50 000 ans. Les archéologues et les généticiens ont conclu que cette population vivait dans une isolation totale,
bien qu'un autre groupe de Néandertaliens vivait à seulement 10 jours de marche. Cette séparation est surprenante pour les scientifiques, car pour les humains modernes, Homo sapiens, cela aurait été impossible en raison de l'interaction sociale et de la tendance à échanger des connaissances et des gènes entre les groupes. Cette isolation génétique a probablement eu un impact négatif sur la capacité de la population de Néandertaliens à s'adapter aux changements climatiques et aux maladies. Cette isolation aurait pu contribuer à leur extinction il y a environ 40 000 ans. Les scientifiques pensent que leur fermeture sociale, le manque de contact et l'absence de diversité génétique ont été des facteurs clés de l'extinction de l'espèce. Des études ultérieures ont montré que le matériel génétique de taurine est le plus proche des Néandertaliens de Gibraltar, ce qui laisse penser que sa population a migré du sud. Les scientifiques supposent que le séquençage de l'ADN d'autres Néandertaliens pourrait aider à comprendre comment leur population était organisée et quels facteurs ont conduit à leur disparition. Et vous parlez de body positivity et tout ça. La tribu était si laide que les autres tribus avaient peur d'avoir des relations avec eux pendant 50 000 ans, jusqu'à ce que la tribu disparaisse. Mieux vaut ne pas être aussi beau et belle. Une étude récente a montré que le niveau de violence parmi les Vikings en Norvège était bien plus élevé qu'au Danemark. Les chercheurs ont examiné des crânes trouvés dans les deux pays et ont découvert que 37% des Vikings norvégiens étaient morts de coups à la tête portés par des haches ou d'autres objets tranchants, tandis qu'au Danemark, ce chiffre n'était que de 7%. Cela indique que les incidents de violence étaient beaucoup plus fréquents dans la société norvégienne. Les scientifiques ont conclu que ces niveaux élevés de décès violents chez les Vikings norvégiens étaient dus au fait que leur société était moins centralisée et organisée que celle du Danemark. En Norvège, l'agression personnelle et la violence interpersonnelle étaient courantes, tandis qu'au Danemark, la violence était en grande partie contrôlée par des mesures officielles, telles que les exécutions. Seulement 6% des Vikings danois sont morts de violence, et la plupart de ces décès étaient liés à des exécutions officielles. Cette étude montre également les différences dans les structures sociales des deux pays. Au Danemark, il y avait plus d'armes, mais elles étaient principalement utilisées comme symbole de statut, tandis qu'en Norvège, les épées et autres armes étaient activement utilisées dans les conflits domestiques. L'étude est importante pour comprendre comment les structures sociales influencent le niveau de violence dans une société. Les scientifiques pensent qu'en Norvège, en raison d'un pouvoir moins centralisé et de l'absence de contrôle strict, la violence était plus répandue et fatale, tandis qu'au Danemark, le pouvoir contrôlait strictement l'usage de la force, réduisant ainsi le nombre de conflits interpersonnels. Toutes ces conclusions sont simplement merveilleuses. Mais il faut noter que l'étude n'a utilisé que 127 crânes. C'est comme mener une étude sur les habitants de notre appartement et découvrir que 50% des résidents sont stupides. Eh bien, tous les chats sont roux et insolents. Je te le dis. Dis-moi, tu as un diplôme universitaire, n'est-ce pas? Oui, je suis ingénieur en automatisation. Et tu sais contrôler un robot? Eh bien, c'est une question large. Il faut lire la documentation, entrer un programme. Eh bien, les champignons savent contrôler un robot sans cette formation spécialisée. En effet, des scientifiques ont acheté du mycélium d'huître. Ils l'ont cultivé et au lieu d'en faire une sauce à la crème, ils l'ont utilisé pour contrôler un robot. Oui, en effet, des chercheurs de l'université Cornell ont créé des robots contrôlés non seulement par l'électricité, mais aussi par des organismes vivants, des champignons du genre Pleurotus eryngii ou champignons royaux. Le rôle principal ici est joué par le mycélium, c'est-à-dire les filaments raciniformes du champignon, qui sont sensibles à la lumière et capables de transmettre des signaux électriques. Ces signaux sont utilisés pour contrôler deux robots. L'un se déplace sur des roues, l'autre a un corps mou et se déplace lentement en pliant ses 5 jambes. Bien sûr, ces robots utilisent également l'électricité habituelle, mais leur singularité réside dans le fait qu'ils sont contrôlés par un champignon vivant.
Les chercheurs ont intégré le mycélium dans la partie matérielle des robots, créant ainsi des robots bio-hybrides. Ce domaine de la science combine des matériaux vivants tels que des cellules de plantes ou d'animaux avec des composants artificiels, créant des dispositifs qui sont partiellement constitués de structures biologiques et partiellement de composants techniques. Bien que ces développements soient encore limités au laboratoire, les scientifiques espèrent que dans le futur, ces biohybrides pourront explorer les océans ou même aider lors d'opérations de sauvetage. L'équipe a cultivé des champignons royaux dans le laboratoire en utilisant des kits simples trouvés sur Internet. Leurs mycéliums sont capables de former des réseaux qui fonctionnent de manière similaire aux neurones du cerveau. Non seulement ils transmettent des signaux électriques, mais ils peuvent aussi traiter l'information et réagir à des stimuli externes, comme des changements de lumière. Pour connecter le mycélium au robot, ils l'ont cultivé dans des conditions spéciales pendant 14 à 33 jours, jusqu'à ce qu'il devienne une partie de la plateforme matérielle des robots. Le mycélium s'enroulait autour des électrodes, ce qui permettait de capter ces impulsions électriques. Le responsable de l'étude, le professeur Robert Shepard, souligne que les systèmes biologiques accomplissent souvent certaines tâches plus efficacement que les technologies humaines. L'idée derrière les robots biohybrides est donc d'exploiter ces mécanismes naturels pour améliorer les systèmes robotiques. Le mycélium des champignons royaux, par exemple, est sensible à la lumière, ce qui aide les robots à ajuster leurs mouvements en fonction de l'intensité lumineuse. Cette recherche est un pas important dans un domaine en pleine croissance, car auparavant, la plupart des robots biohybrides utilisaient des cellules humaines, animales ou d'insectes. Cependant, les champignons, selon les experts, pourraient être plus résistants aux conditions environnementales, ce qui en fait des candidats idéaux pour une utilisation en agriculture ou dans les recherches maritimes. Vous, les humains, vous n'avez jamais assez de vos propres capacités et vous essayez de les puiser chez d'autres espèces. Tantôt chez les champignons, tantôt chez les mollusques. De quoi parles-tu? Lis la prochaine nouvelle. Les scientifiques ont décidé de vérifier s'il est possible d'améliorer la capacité de régénération et d'influencer les processus de vieillissement chez les animaux qui ne possèdent pas une forte capacité de récupération, comme certains autres organismes. On sait que des créatures telles que les planaires et les hydres peuvent littéralement se régénérer à partir de petits fragments de leur corps. Cela est possible grâce à des cellules souches qui se multiplient activement et remplacent les cellules endommagées ou perdues. En revanche, chez les animaux à structure corporelle plus complexe, comme les mammifères ou les insectes, les capacités de régénération sont beaucoup plus limitées. Un autre problème est que, avec l'âge, la capacité de régénération se détériore, rendant les organismes plus vulnérables aux dommages et au vieillissement. Pour explorer cette question, les scientifiques ont utilisé des gènes qui aident au processus de régénération chez des animaux tels que les planaires. Ces gènes s'appellent HRJD et ils sont responsables de processus protéiques importants liés à la régénération. Les chercheurs ont introduit ces gènes dans l'organisme de la mouche des fruits, une espèce ayant une capacité de régénération très limitée, et ont observé comment cela affecterait sa capacité à régénérer des tissus et les processus de vieillissement. L'une des découvertes a été que l'introduction des gènes HRJD n'a pas aidé les mouches à mieux régénérer les tissus pendant le développement. Au contraire, ces gènes ont même ralenti les processus de régénération dans les ailes, ce qui était inattendu, car chez des animaux comme les planaires, ces gènes aident justement à régénérer les parties du corps endommagées. Cependant, les chercheurs ont remarqué un autre effet intéressant. Lorsque ces gènes ont été activés dans les cellules souches de l'intestin des mouches adultes, cela non seulement ne leur a pas fait de mal, mais a même aidé les mouches à vivre plus longtemps. Il s'est avéré que les gènes HRJD amélioraient le fonctionnement des cellules souches intestinales, responsables de la régénération des cellules intestinales. Grâce à cela, l'intestin des mouches restait en bonne santé et fonctionnait mieux même à un âge avancé. L'un des aspects importants du vieillissement est la détérioration des fonctions barrières de l'intestin. Chez les mouches vieillissantes, cette barrière s'affaiblit, permettant aux substances nocives de pénétrer plus facilement dans l'organisme, causant des maladies et accélérant le vieillissement. Cependant, l'introduction des gènes HRJD a aidé à maintenir cette barrière solide, permettant ainsi aux mouches de rester en meilleure santé plus longtemps. Prouvé en pratique. Pour la longévité, l'essentiel est un intestin en bonne santé.
J'attends maintenant de voir le régime des mouches devenir tendance chez les blogueurs de fitness. Il vaut mieux ne pas entrer dans les détails du régime. Tu ne comprends rien. Je vais plutôt te parler des nouvelles scientifiques. Une nouvelle extrêmement réjouissante. Les scientifiques ont découvert que l'utilisation des téléphones portables n'est pas liée à une augmentation significative du risque de cancer du cerveau, y compris du gliome et du neurinome acoustique. Les études ont montré que le risque restait le même, quelle que soit la durée d'utilisation du téléphone, le nombre d'appels ou leur durée. Il n'a également pas été constaté d'augmentation du risque avec l'utilisation de téléphones sans fil. De même, l'exposition aux ondes radio des stations de base et des antennes de télévision n'a pas augmenté le risque de développer un cancer chez les enfants, notamment la leucémie infantile ou les tumeurs cérébrales. En ce qui concerne les lieux de travail où les gens sont exposés aux radiations de radiofréquence, il n'y a également pas eu d'augmentation significative du risque de cancer du cerveau. Ainsi, selon cette évaluation, les données existantes indiquent que l'utilisation régulière des téléphones portables et l'exposition aux champs de radiofréquence dans l'environnement et sur le lieu de travail ne sont pas des facteurs de risque significatifs pour le développement de tumeurs cérébrales ou d'autres types de cancers. Enfin, il a été établi que ce ne sont pas les ondes radio qui vous détruisent, mais les messages stupides dans les messageries et les vidéos dans TikTok. Un groupe de chercheurs de la NASA a pour la première fois capturé avec succès le champ électrique ambipolaire de la Terre, qui s'est avéré aussi important que la gravité et le champ magnétique de la planète. Ce champ électrique faible soulève des particules chargées dans l'atmosphère vers des altitudes plus élevées et joue un rôle clé dans la formation du vent polaire, un flux constant de particules chargées dans l'espace au-dessus des pôles de la Terre. L'hypothèse de l'existence de ce champ a été avancée il y a plus de 60 ans, mais ce n'est que maintenant, grâce à la mission de la NASA appelée Endurance, qu'il a été possible de confirmer son existence et de mesurer sa force. Le champ contribue à l'échappement des particules de l'atmosphère, notamment des ions d'hydrogène et d'oxygène, et cela a probablement influencé l'évolution de l'atmosphère terrestre, voire d'autres planètes présentant des conditions similaires. Les chercheurs ont utilisé une fusée suborbitale lancée depuis l'archipel arctique du Svalbard. Lors du vol à une altitude d'environ 477 000, l'instrument a détecté des changements de potentiel électrique de seulement 0,55 volts, environ comme une pile de montre. Bien que cette valeur semble insignifiante, elle est suffisante pour expliquer les vitesses du vent polaire, qui sont supersoniques. Donc l'éjection des particules dans l'espace, c'est de l'évolution. Je dois te rassurer, tes chaussons que j'ai arrosés et qui s'aèrent maintenant sur le balcon évoluent en réalité. Le conseil municipal de New York doit voter sur un projet de loi qui propose d'ajouter des contraceptifs pour les rongeurs à l'arsenal de la lutte contre les rats. Si la loi est adoptée, les responsables choisiront 2 zones fortement peuplées de rats pour y placer des contraceptifs, après quoi ils surveilleront pendant 12 mois si l'activité de ces animaux diminue. Il semble que les méthodes traditionnelles de lutte ne donnent pas suffisamment de résultats, a déclaré le conseiller municipal Sean Abreu, auteur du projet de loi, lors d'une audience en mai. Abreu a collaboré avec l'entreprise Contrapest, qui a créé des appâts contraceptifs. Ce produit affecte les ovaires des femelles rats et supprime la production de sperme chez les mâles. Selon le New York Times, le contraceptif est présenté sous forme de granulés salés et gras qui plaisent aux rongeurs. Un représentant de l'organisation Lights Out Coalition a noté que les contraceptifs sont une méthode de contrôle de la population de rats moins nuisible que les poisons traditionnels. Écoute, il y a des offres d'emploi, poseurs de préservatifs pour rats. Cours vite, c'est le travail idéal pour toi. Ah, sale bête! Likes, partagez, nourrissez le chat Martin en suivant le lien dans la description. À la prochaine.